Mon ancien parti n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, il est trop incohérent. Je me souviens d'une époque où on avait promis le Karcher, on n'a pas branché le tuyau. Gaullisme. Laurent Wauquiez est qu'un épiphénomène. Éric Zemmour, c'est l'assurance vie, l'assurance survie de Macron. Écoutez, si j'ai une soirée à perdre, j'irai voir ce que ça donne, mais ça va être organisé par les maires. Vous voulez qu'on lui remercie, qu'on lui lèche les babouches pour avoir pris son téléphone? Eh bien voilà, on est dans cette première émission de Mariani 360 avec Thierry Mariani. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Très bien, là j'ai eu un flashback de déclaration que j'avais fait il y a de nombreux mois. Bon, pour le moment ça va, je n'ai aucune à renier, mais c'était bravo pour le montage. Ouais, j'ai pris plaisir à en retrouver. Alors aujourd'hui, dans cette première de Mariani 360, on va parler de ce qui s'est passé hier. C'est le gros d'actualité quand même en ce début de semaine et même en cette rentrée de septembre. C'est finalement ce vote de confiance qui a été demandé par l'ancien, désormais doit-on dire, l'ancien Premier ministre, qui a pris un énorme refus puisqu'il y a eu 364 votes exactement qui lui ont dit non, plus même que ce qu'on pouvait imaginer. Comment on peut analyser, je dirais, ce vent? Moi, j'attends avec impatience les mémoires de François Bayrou, parce que j'espère qu'il va nous expliquer. C'est quelqu'un qui connaît la politique, on aime ou on n'aime pas, mais il est tout sauf idiot, et ça devait finir comme ça. Il le savait très bien. Parce que quand on réfléchit, qu'est-ce qui se passe? Vers la fin du mois de juillet, il annonce un plan qui est totalement inadmissible pour la quasi-totalité des Français et pour la quasi-totalité des partis politiques, puisque c'est très clairement un plan où on demande aux Français un certain nombre de sacrifices, où l'État ne fait aucun effort, où il y a une fiscalité supplémentaire, où on apprend que, par exemple, les malades vont devoir payer un peu plus cher leurs médicaments et dans le même temps, on ne change rien pour les sans-papiers qui sont bénéficiaires de l'AME. Et après, j'ai oublié bien sûr la mesure phare, la tête de gondole, 2 jours fériés en moins. Donc on se dit, mais c'est évident que ça ne va pas être accepté, c'est évident qu'il va y avoir un énorme débat. Et qu'est-ce qu'il fait quand on réfléchit? Hop, il annonce ça, et puis plus rien. On part en vacances, il se met lui aussi en congé, et en réalité, pendant 30 jours, eh bien, j'allais dire, la sauce est montée, la cocotte minute a explosé, et quand il revient vers le 20 août, 25 août, pour dire alors qu'est-ce qu'on fait, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que la communication autour de ce plan a été catastrophique. Et les Français se sont imprégnés de l'idée que c'était inacceptable. Et les partis politiques, qui, quoi qu'on en dise, écoutent aussi ce que leur disent leur électorat, surtout en vacances, c'est là où on voit le plus d'électeurs, les politiques rentrent en disant ce plan est inacceptable. Et là, d'un coup, ils lancent des consultations, mais qui sont vouées à l'échec. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait la première semaine de reprise? Il n'a pas convoqué les députés pour discuter avec eux de ce plan. Il a convoqué les médias pour expliquer sa démarche. Il a essayé de se rattraper. Il a dit ah mais non, mais c'est pas un vote de confiance, c'est un vote pour montrer qu'on est d'accord sur le constat. Alors franchement, si le constat c'est la France est surendettée, c'est pas une révolution. On l'avait compris. Ça a été dit et répété. Depuis 1974, la France n'a pas eu de budget en équilibre. Et en 10 ans de M. Macron, on a accumulé 1000 milliards de dettes supplémentaires. 1000 milliards sur les 3400, 420, je ne sais plus, tous les jours ça monte, mais sur les 3400 milliards de dettes de la France, 1000 milliards dépendent uniquement de M. Macron. C'est quand même fou quand on y réfléchit, parce qu'on nous l'avait décrit comme le Mozart des finances. En réalité, ce sera l'Attila du budget de la France, quoi. Et donc, là, on voit un changement d'attitude de M. Bayrou, qui d'un coup nous dit « Ah oui, mais moi je suis une sorte de lanceur d'alerte, je veux que tout le monde soit d'accord sur le constat, je ne vous demande pas de voter pour la confiance, je vous demande de voter pour dire qu'on est d'accord sur le constat. » Et pendant 10 jours, il a multiplié toutes les interventions possibles dans les médias, en négligeant forcément les partis politiques.
quelle est ma position et qu'est-ce que je pense plutôt? Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, quand on est débordé par les événements, on essaye de les réécrire. Je suis quasiment persuadé qu'au départ, c'est un homme politique qui est trop sûr de lui-même, c'est la maladie, c'est la macronite. Vous savez, tous ceux qui fréquentent un peu trop longtemps ou d'un peu trop près M. Macron deviennent trop sûrs d'eux-mêmes. Et donc, en réalité, en juillet, il présente son budget, il part en se disant de toute façon, les Français n'auront pas le choix, et il rentre et découvre que là, c'est la catastrophe. Et là, il se rend compte quand même que les partis politiques ne vont pas changer d'avis, et il organise, si je puis dire, son suicide. C'est-à-dire, il sait, à partir du 25-26 août, il a compris qu'il n'y aurait aucune confiance qui pouvait être votée, et donc il multiplie les présences médiatiques pour dire, regardez, je vous l'avais bien dit. Et vous verrez que dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont se passer, eh bien, Bayrou dira, regardez, je vous l'avais bien dit, je me suis sacrifié pour que la France prenne conscience qu'elle était endettée. Voilà, c'est mon analyse parce que je vois mal comment il pouvait espérer gagner. Et maintenant, on va avoir un François Bayrou qui va devenir une sorte d'influenceur en nous disant « j'étais un lanceur d'alerte, je vous l'avais bien dit, regardez, la France est endettée ». Voilà, vous savez qu'en plus, cette semaine, on attend encore une nomination d'une une notation d'une des grandes agences de notation, je crois que c'est Standard & Poor's. Fitch. C'est Fitch, bon, pardon. Enfin, l'une des très grandes agences. Et donc, si par malheur la France est rétrogradée, eh bien, M. Bayrou réapparaîtra en nous disant « Regardez, je vous l'avais bien dit, vous ne m'avez pas écouté ». Le problème de François Bayrou, c'est que quand vous regardez sa carrière, il a bien manœuvré toute sa carrière. C'est quelqu'un qui se présente comme un centriste, mais je vous rappelle qu'il avait choisi François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Et je vous rappelle qu'il avait choisi Emmanuel Macron contre François Fillon. Donc, c'est-à-dire, en plus, toute la dette de ces dernières années, il l'a plébiscité puisqu'il a soutenu ceux qui l'ont créé. Voilà, donc adieu, pas adieu, au revoir Monsieur Bayrou. Je pense que malheureusement, on risque de le voir réapparaître d'une manière ou d'une autre. Quand vous regardez la politique de ces 30 dernières années, vous savez, c'est une sorte de culbuto, là, le jeu qu'on donne aux gamins, avec un personnage qui tombe mais qui revient toujours à sa place. Ben, c'est le culbuto de Pau, puisqu'il est maire de Pau. Donc, je vous parie qu'on on le verra essayer de revenir. Mais la page est tournée. Maintenant, la vraie raison, la vraie question qu'on se pose, c'est quel est l'avenir pour la France. Franchement, l'avenir de M. Bayrou est un peu secondaire. Il a tenu quelques mois. Il sera vite oublié, tout aussi vite oublié que M. Barnier. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on attend maintenant? On attend un Premier ministre qui s'attaque aux vrais problèmes de la France. Et le vrai problème de la France, c'est quoi? C'est trop d'impôts, trop de gaspillage, trop de dépenses publiques. Et il y a un moment où il faudra trancher et faire des choix difficiles. Alors, j'ai du mal à voir effectivement Bayrou en Edward Snowden de Pau. L'image m'amuse assez. Un Bayrou quand même, effectivement, qui a vu tous les partis politiques se battre contre lui. Tous, non, sauf quelques résistants qui lui ont apporté son soutien. Alors, franchement, on a eu un discours d'Attal qui était, moi j'ai failli pleurer, j'ai eu des larmes qui me montaient, c'était magnifique, c'était incroyable, une beauté de discours, enfin c'était complètement ridicule, soyons honnêtes. Mais surtout, on a vu effectivement ton ancien parti, les Républicains, Laurent Wauquiez dire à peu près tout et son contraire. Dire en 24 heures. Ah ouais, il était contre effectivement ce que proposait Bayrou, mais ceci étant, il allait quand même voter la confiance, donc incompréhensible. Il était contre, mais il votait pour, donc on n'a pas bien compris. Est-ce que c'est pas déjà les appétits qui s'aiguisent pour Matignon, puisqu'on le sait, notre très cher président Emmanuel Macron, de toute façon, ne démissionnera pas. Il ira jusqu'au bout. Il niera ses responsabilités. Il veut nommer quelqu'un assez rapidement. On a vu notamment Yael Braun-Pivet qui s'est dite disponible déjà pour Matignon. Je pense que du côté des Républicains, on espère pouvoir placer quelqu'un. C'est quoi la suite
pour un premier ministrable? Ben, d'abord, quel qu'il soit, c'est le vote du budget. On est en septembre, on doit avoir un budget. Et donc, c'est en clair des choix très difficiles. Donc, qui sera le Premier ministre? Écoutez, alors, il y a d'abord un personnage qui arrive, qui est Monsieur Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Vous savez, ça me rappelle, c'était, je mélange toujours son prénom, c'était Lucie Castet, qui était arrivée du jour au lendemain. On nous avait dit, ah ben, la première ministre proposée par le Rassemblement de la gauche, c'est Lucie Castet. Alors, tout le monde s'est retourné, on a regardé qui c'est, on a découvert que c'était celle qui avait géré la ville de Paris et les finances de la ville de Paris. Personne ne la connaissait réellement avant. Alors, gérer les finances de la ville de Paris, franchement, je pense qu'elle aurait été très qualifiée pour travailler avec Macron, puisque là aussi, c'est un endettement record dont Madame Hidalgo peut se vanter d'avoir fait exploser ces dernières années. Et maintenant, on nous dit, Monsieur Faure. Je te coupe, alors je te coupe quand même, parce que à propos de Paris, Monsieur Thierry Mariani, vous avez quelque chose à annoncer peut-être? Écoutez, on verra au moment des municipales. Là, pour le moment, allez, je parlerai après, si tu veux, des législatives. Mais d'abord, je veux finir sur le choix du Premier ministre. Donc, Monsieur Faure nous dit qu'il faut un Premier ministre socialiste. Regardons le rapport de force. 577 députés. 577. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a 11 groupes politiques. 11 groupes, c'est du jamais vu. Et que représente M. Faure, c'est-à-dire le Parti socialiste, à l'Assemblée nationale? Une soixantaine de députés. Donc, quand on a 60 députés, qu'on est le troisième, ou non, on doit être même le quatrième groupe, c'est quand même un peu fort de café de réclamer le poste de Premier ministre. Et toute la presse institutionnelle classique, qui a une sympathie, on va dire, naturelle pour le Parti socialiste, eh bien, a embrayé. Et donc, pendant 3 jours, on nous a vendu, pourquoi pas, M. Faure, Premier ministre. Franchement, c'est pas sérieux. Il n'a aucune chance. C'est pour ça que je compare à Mme Castet, quand nous avait sorti de nulle part et qui a disparu aussi vite qu'elle était arrivée. Quel peut être le choix du Premier ministre? Maintenant, on parle de bloc commun. C'est d'ailleurs une expression qui est apparue ces derniers mois dans la vie politique. Ça évite de dire une grande alliance entre les républicains, les macronistes et de temps en temps les socialistes. Il est évident qu'il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Et si à l'Assemblée nationale, il faut un vote majoritaire pour le budget, eh bien, il ne peut venir que d'une grande alliance où on retrouvera les macronistes, où on retrouvera effectivement les républicains et où on retrouvera les socialistes. Et alors, ce qui est extraordinaire, vous l'avez dit, c'est la position de M. Wauquiez. D'abord, M. Wauquiez, vous le savez, il est d'un parti que je connais bien puisque j'y suis resté assez longtemps. C'est extraordinaire. Monsieur le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau a fait des déclarations très dures et immédiatement, M. Wauquiez a dit le contraire. Alors, c'est quand même un peu toujours particulier parce que quand le président du parti et le président du groupe à l'Assemblée disent le contraire, on se demande qui a raison. Qu'a dit M. Wauquiez dans un premier temps? Il a dit on pourrait même ne pas s'opposer à un gouvernement dirigé par un socialiste. Franchement, on comprend pourquoi les Républicains sont en voie de disparition. Parce que quand vous regardez toutes les élections législatives depuis 2012, c'est un lent déclin qui a commencé. À chaque fois, ce parti perd des plumes. Et quand on regarde d'ailleurs le vote de confiance, eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a encore des plumes qui vont tomber. Puisque une partie des députés ont voté la confiance à M. Bayrou, une partie des députés a voté contre la confiance. C'est devenu une sorte de parti attrape-tout. Alors, je vais répondre un peu. Allez-y, allez-y. Non, je disais, et une partie s'est abstenue en plus. Et une partie s'est abstenue. Et je vais faire une parenthèse me concernant. Vous l'avez esquissé le sujet. Dans 15 jours, il y aura une élection partielle à Paris. Pourquoi? Parce que tout simplement, le député Renaissance, donc ami de M. Macron, qui était élu aux dernières élections législatives, a fait n'importe quoi avec ses comptes de campagne et a été invalidé. Donc, il y a une élection législative partielle. Ça ne concerne que la moitié du 6e, la moitié du 7e et la totalité du 5e arrondissement, c'est-à-dire le centre de Paris qui longe la Seine. Et alors, c'est intéressant, pourquoi?
parce que, oublions la bataille entre Dati et Barnier pour être le candidat. Elle est dépassée. Madame Dati s'est finalement inclinée et a accepté que ce soit Monsieur Barnier. Mais Monsieur Barnier, qui est candidat des Républicains, eh bien, il n'a aucun candidat de Monsieur Macron contre lui. Voilà une preuve de plus que macronistes et républicains, qui sont deux partis en déroute, essayent de se faire la courte échelle pour pas tomber au fond du puits de plus en plus. Et donc, dans cette circonscription, eh bien, je vous rassure, je vais vous dire tout de suite, mes chances de gagner seraient miraculeuses. Et il est fort probable d'ailleurs qu'il n'y ait qu'un tour à cette élection, puisque c'est une circonscription où le Rassemblement national n'est pas dans un de ses bastions. Mais dans cette élection, M. Barnier, républicain, a le soutien tacite de Renaissance. Renaissance n'a pas encore dit qu'il soutenait M. Barnier, mais enfin, quand vous n'en présentez pas d'élection, pas de candidat, pardon, contre un autre, ça veut dire que vous le soutenez ou vous l'acceptez. Et donc, je quitte ce sujet, mais j'en profite une dernière fois. Si vous habitez le 5e, le 6e ou le 7e arrondissement, peut-être que vous faites partie des zones, si vous recevez des professions de foi où vous pouvez voter. Donc, le 21 septembre, le seul candidat anti-macroniste, d'ailleurs, j'ai mis sur mes bulletins de vote très clairement pour en finir avec le macronisme. Parce que ce soit les amis de M. Macron ou que ce soit ceux qui ont collaboré avec lui, puisque M. Barnier, qui est quelqu'un de tout à fait respectable, mais qui a accepté d'être Premier ministre de M. Macron et qui aujourd'hui n'a même plus d'adversaire de M. Macron, il est évident qu'il faut tourner la page. L'adversaire le plus sérieux pour en finir avec le macronisme, eh bien, c'est moi. Donc voilà, au 21 septembre, si vous habitez ces 3 arrondissements, pensez peut-être à moi. Je reviens aux affaires de la France qui sont bien plus importantes que la circonscription où je me présente. Maintenant, la question, c'est qui va être Premier ministre? Alors, on entend toutes les hypothèses circuler. D'abord, j'ai appris ce matin en me levant qu'il y avait une nouvelle candidate qui était Madame Braun-Pivet. Ah oui. Madame Braun-Pivet, c'est quand même quelqu'un de sérieux, puisque je vous rappelle qu'elle avait demandé au CRS de nourrir ses poulets pendant qu'elle était en vacances. Et c'est le CRS qui protège, ce qui est normal, sa maison, puisqu'elle est présidente de l'Assemblée nationale. Mais qu'on protège la présidente de l'Assemblée nationale, c'est normal. Qu'on s'engage dans la police pour nourrir les poulets, c'est un peu paradoxal. Et je ne ferai pas le jeu de mots que certains vont s'empresser de faire. C'est pour ça que je voulais couper. Voilà, non, donc il y a Madame Braun-Pivet, franchement, quand je pense qu'on est passé à l'Assemblée nationale, je vais jouer au vieux con nostalgique, qu'on est passé de Philippe Seguin, de Jean-Louis Debré, ou même un personnage que je n'ai jamais soutenu et pour lequel j'ai jamais eu d'attirance. Je sais que certains dans vos auditeurs vont dire, mon Dieu, qui cite Laurent Fabius. Allez, 3 personnages qui avaient une envergure. On aime ou on n'aime pas. Oh mon Dieu, qui il cite? Voilà, non, mais qui avaient une envergure. Voilà, qui avait une envergure, qui par moment savait se faire respecter. Et qu'on est arrivé à Braun-Pivet où son seul registre positif, c'est d'avoir soutenu Macron. Je me dis que petit à petit, là aussi, il y a quand même une chute. Voilà, donc Madame Braun-Pivet qui est candidat. On a aussi maintenant, alors moi je ne le prends pas à la rigolade parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Alors là, j'espère que je ne vais pas me faire lyncher, mais c'est De Courson. C'est pas un personnage médiatique. Il est député depuis une trentaine d'années. Vous savez, il est pas très grand, mais il a une voix qui est difficile dans les médias. Mais je peux vous dire par contre que c'est l'un des meilleurs spécialistes au Parlement des finances publiques. Il est incollable, il connaît le budget par cœur. Et je ne sais pas si ce sera lui, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais des fois d'avoir quelqu'un qui connaît le budget au moment de faire le budget, c'est pas mal. Parce qu'en plus, Monsieur De Courson, il a un avantage, c'est qu'il ne se laissera pas marcher sur les pieds par les fonctionnaires. Mais après, c'est vrai que j'oublie pas aussi que M. De Courson, malheureusement, quand il a s'agi de choisir le président de la commission des finances, entre le candidat LFI ou le candidat du Rassemblement national, il n'a pas fait le bon choix. Et donc ça, je pense que malheureusement, certains ne l'ont pas oublié. Mais c'est dommage parce que c'est un bon technicien. Et maintenant, vous avez le nom que
que tout le monde a sur les lèvres, qui est le ministre des Armées, Monsieur Lecornu. Oui, Lecornu. Qui est un ancien républicain. Alors, moi, je pronostique que ce sera Lecornu. Hein. C'est mon pronostic. C'est pas mon souhait, mais en tout cas, c'est celui qui était souhaité par Emmanuel Macron, si je dis pas d'erreur, juste avant le coup de force de Bayrou. Donc, je pense qu'il le Cornu, il a l'avantage d'être un macronisme de la première heure. Nice. Dès que Macron a été élu, il fait partie de tous ceux qui, de Gérald Darmanin à Monsieur le maire, ont immédiatement changé leur discours et expliqué en 24 heures que, après avoir un candidat qui était impossible à soutenir, d'un coup, ils ont trouvé tous les charmes puisqu'ils ont décidé de rentrer au gouvernement. Donc, c'est un macroniste. C'est pas de la première heure, c'est un macroniste de la première heure après son élection. Ah, quand même, il faut être honnête, autant que les convictions pour certains rapportent quelque chose. Après, soyons honnêtes. Thierry, je rappelle quand même que concernant Darmanin, Macron était noté sur les écrans de TF1 que Darmanin était déjà au coin de la rue des Républicains. Il avait déjà pris un petit peu d'avance, hein, quand même. Oui, non, mais je reconnais que chez les Républicains, le maire Darmanin, Lecornu, il y a une sorte de course, mais voilà, Lecornu a été bien placé. Voilà. Après, voyons les côtés positifs. C'est quelqu'un qui a eu toujours des rapports corrects avec le Rassemblement national, qui a, dans ses fonctions, toujours pris en compte les avis du Rassemblement national. Mais si vous me permettez, si je puis me permettre, le ministère de la Défense, c'est un ministère qui n'est pas le plus compliqué. Je sais que certains vont être choqués. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a une certaine unité de la nation derrière l'armée. Si on met à part LFI, tout le monde salue le travail des militaires, malheureusement parfois le sacrifice de nos militaires. Chacun est conscient que l'armée en France doit avoir, surtout en ce moment, des moyens accrus. Et donc, souvenez-vous, le meilleur exemple, c'est Michèle Alliot-Marie. Elle avait été une excellente ministre des Armées, c'est-à-dire toujours respectueuse de nos troupes, toujours présente pour saluer aux événements, j'allais dire, patriotiques. Mais après, Premier ministre, c'est autre chose, parce que Premier ministre, c'est beaucoup moins consensuel. Il faut choisir entre tel domaine et tel domaine. Il va falloir faire des coupes dans certaines dépenses. Nous, on le dit très clairement, notamment dans l'immigration, dans toutes ces agences de l'État qui représentent à peu près 60 milliards de dépenses et qui sont toutes plus indispensables que les autres quand on les écoute. Donc, Premier ministre, c'est plus compliqué que ministre de la Défense. Mais je le répète, il a un profil et jusqu'à présent, il a eu une attitude vis-à-vis du Rassemblement national qui est quand même, que ça plaise ou non, la première formation politique à l'Assemblée. Il a toujours eu une attitude correcte. Donc on va voir, voilà. Je demande qu'à me tromper parce que je suis affolé de la chute de mon pays. Donc moi, si jamais demain on a un Premier ministre qui s'appelle Lecornu ou qui s'appelle Dupont ou Madame je ne sais comment, et qui redresse la France en reprenant un certain nombre de nos propositions, eh bien, je serai le premier à applaudir. Bon, on va faire une toute petite transition publicitaire et on va parler du dernier thème, eh bien, et le RN dans tout ça. Allez, petite pub. Alors, Thierry, justement, dernière question que je peux te poser, c'est et le RN dans tout ça? On a vu une prise de parole hier à l'Assemblée nationale de Marine Le Pen, qui était plutôt très bonne d'ailleurs comme prise de parole. On sait, ou on entend dire en tout cas que le RN et Jordan Bardella pourraient être prêts éventuellement pour être Premier ministrable. Mais ceci dit, il y a des conditions qui ne semblent pas être réunies de votre côté. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quelle est la vision du côté du RN? Et la vision du côté du RN, c'est qu'il y a des conditions réunies pour personne. C'est-à-dire que quand vous avez 11 groupes à l'Assemblée nationale et que la plupart d'entre eux ont
allez, je ne veux pas être cruel, mais je le répète, en dehors du Rassemblement national, on est le seul groupe à dépasser les 100 députés. Les 100 députés. Les autres sont 50, 40, 60 et certains sont 15 ou 20. Il n'y a pas de majorité. Et donc, en réalité, on ne peut pas se permettre en permanence de passer du temps à négocier avec Pierre ou Paul. La vraie solution, c'est de retourner devant les électeurs. Okay. C'est tout. La vraie solution, c'est de retourner devant les électeurs. Est-ce qu'on peut être majoritaire? C'est la question que vous allez me poser ensuite. Et est-ce que ça ne donnera pas le même résultat? Eh bien, moi, je vais vous répondre. Je pense que cette fois, on peut être majoritaire. Pas parce qu'on va dépasser 50%. Le paradoxe, c'est que le système majoritaire, avec 577 élections, qui sont une élection par circonscription, fait que il y a déjà des multiples exemples dans le passé. Avec 35-37% des voix, vous pouvez être majoritaire en siège. Majorité absolue. Pourquoi? Parce que parce que très souvent, tenez, je vais vous prendre mon exemple. Moi, j'avais été réélu député en 1997 avec 38% des voix, parce qu'il y avait les triangulaires. Pourquoi on a perdu un grand nombre de sièges à la dernière élection législative? Je vous le rappelle quand même. C'est parce que LFI, qui passe son temps à taper sur les amis de M. Macron, par exemple, avait retiré son candidat pour faire élire l'ancienne Premier ministre, proche de M. Macron. Pourquoi les Républicains ont eu un certain nombre de députés sauvés? Parce que là aussi, les macronistes ou LFI ont retiré leur candidat face à eux. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il peut avoir ce même, j'aime pas l'expression, mais cordon sanitaire qui se reforme? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour deux raisons. D'abord parce que les Français comprennent que le Rassemblement national, c'est pas le chaos, c'est pas l'épouvantail. Aujourd'hui, le chaos, excusez-moi, le responsable, c'est un certain Emmanuel Macron. Deuxièmement, comment aujourd'hui les Républicains ou les amis de M. Macron pourraient s'effacer, et vice-versa, comment les amis de M. Mélenchon pourraient s'effacer l'un pour soutenir l'autre? Ça me semble totalement impossible. Donc, je fais partie de ceux qui pensent qu'en cas de dissolution, le fameux cordon sanitaire, tous unis de Mélenchon à Macron, en passant par Wauquiez et les écologistes, pour faire battre les candidats du Rassemblement national, d'abord ne se reconstituerait pas et deuxièmement ne fonctionnerait plus. Et dans ce cas-là, je ne vais pas vous expliquer qu'on va faire 70% des voix, mais je pense qu'on peut ou obtenir la majorité absolue ou s'en approcher de très près et l'avoir avec nos partenaires, notamment, je pense au parti UDR d'Éric Ciotti, qui peuvent gagner une trentaine ou une quarantaine de sièges, alors qu'aujourd'hui, ils sont une quinzaine. Donc, voilà. Donc, il faut retourner devant les électeurs. Et puis, même si on perd, moi, ce que je souhaite, c'est que la France ait une majorité. Bien sûr, je souhaiterais que ce soit nous. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne va pas discuter. Je suis presque prêt à parier que la semaine prochaine, dans la prochaine émission, on n'aura toujours pas de Premier ministre et on fera peut-être que les prétendants de cette semaine auront disparu et qu'on en aura de nouveaux. Mais ça ne peut pas continuer. Voilà. Et donc, comme l'a dit. Engagé à nommer quelqu'un très, très vite, hein, ceci étant. Ouais, il avait dit pareil la dernière fois. Hein. Tout le monde l'a oublié. Il avait dit pareil la dernière fois. Ça devait être nommé avant les Jeux Olympiques, puis après, ça a été après les Jeux Olympiques. La dernière fois, ça a duré presque, si ma mémoire est bonne, 50 jours. Donc, voilà, les prochains Jeux Olympiques, ceci dit, ça va être long. Comment? Je disais, si on doit attendre les prochains Jeux Olympiques, du coup, ça va être un peu long. Effectivement. Oui, surtout si on attend qu'ils soient à Paris, il faudra jouer l'éternité. Hein. Voilà. Non, mais voilà. Écoutez, peut-être qu'aujourd'hui, il va décider plus rapidement. Mais je pense que toute personne qui va accepter le rôle de Premier ministre doit se dire que ses jours sont comptés. Et donc, on a au moins 3 candidats. Personnellement, je leur souhaite bon courage. Donc, on va voir, on verra la semaine prochaine. On a plus de chances d'être à l'antenne que d'être Premier ministre à Matignon, tous les deux. Donc, voilà, donc on verra la semaine prochaine. Mais le RN est très clair, c'est on est prêt à assurer le pouvoir, mais avec une majorité. Voilà, si demain, M. Macron disait « je nomme Jordan Bardella », avec la même majorité,
il est évident qu'on refuserait, puisqu'il n'y a aucune majorité. C'est histoire de mettre Jordan Bardella et d'attendre que 3 jours après, il tombe au premier vote. Comme il n'y a plus de majorité, la seule vraie solution, c'est de retourner devant les Français. Il y en aurait une deuxième, c'est pas de refaire les législatives, mais en réalité, la France est en panne parce que depuis la dernière élection présidentielle et les derniers événements, on a quand même un président qui désormais en Europe a le record d'impopularité. On est à 20% de popularité. Et donc, franchement, si Emmanuel Macron veut rendre un service à la France et s'il veut qu'enfin tous les Français l'applaudissent, l'idéal serait qu'il démissionne. Mais on respecte les institutions. Il a décidé de s'accrocher. Je pense que l'histoire le jugera cruellement. En attendant, le mieux, c'est de dissoudre l'Assemblée. Je pense que même s'il partait, on ne l'applaudirait pas, ceci étant. Allez, 10 secondes, vraiment 10 secondes pour finir cette première émission, Thierry. Je ne peux pas m'empêcher, tu as été ministre sous Sarkozy. On apprend aujourd'hui que Louis Sarkozy revient des States. Il revient des States, attention, après des passages tonitruants sur différentes chaînes d'information françaises où il n'a pas été extrêmement brillant, soyons honnêtes. Il annonce sa candidature à la mairie de Menton. Est-ce que tu as envie de commenter ou est-ce qu'on dit au revoir à nos auditeurs et on ne commente pas? Non, je commente pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a une candidate qui est excellente qui s'appelle Alexandra Masson. Voilà, elle est députée de la circonscription. C'était mon tête de liste au régional dans les Alpes-Maritimes. C'est une avocate et elle est de Menton. Voilà, je veux dire. Et donc, j'espère qu'elle sera la candidate choisie pour s'occuper de Menton. Ensuite, je sais très bien qu'il est fils d'un ancien président, mais par moments, les qualités sont pas, j'allais dire, ne se transmettent pas de génération en génération. Qu'est-ce que je vois? C'est quelqu'un, moi je me souviens il y a quelques années, de ses tweets. Il a grandi aux États-Unis, il a même fait une école militaire, si ma mémoire est bonne, avec des tweets extraordinaires où finalement, pour lui, l'immigration, c'était quelque chose de merveilleux. Je suis persuadé que si demain on explique aux habitants de Menton que même si c'est la ville des citrons, eh bien, ils auront bientôt une immigration qui va les bouleverser. Franchement, c'est pas sérieux. J'espère qu'Alexandra sera élue parce que être maire, c'est pas faire du showbiz, quoi. J'ai appris que cet été, il avait courtisé toute la bonne bourgeoisie mentonnaise. On voit très bien qu'il est poussé par une certaine chaîne de télé qui le nomme chroniqueur. Voilà. Et C'est quelqu'un, si vous voulez. Moi, ce qui me choque, je vais vous expliquer, c'est qu'il fait partie exactement de ce que je combats. C'est-à-dire, c'est un mondialiste élevé aux États-Unis, qui a grandi dans une école militaire américaine, qui trouve que l'immigration c'est génial, etc. Écoutez, si les habitants de Menton veulent quelqu'un comme ça, qui trouve que l'immigration en France c'est génial, qui vote pour ce personnage. S'ils veulent quelqu'un qui s'occupe de leur ville, qui est originaire de leur région, qui a des qualités, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Alexandra Masson, des 2 doigts, des 2 mains, des 2 mains. Allez, Alexandra Masson, en tout cas, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Nicolas Sarkozy, c'était peut-être quelque chose d'autre politiquement que son fils, effectivement. On y reviendra, peut-être pas sur son fils, mais on reviendra sur l'actualité politique. Thierry, 1000 fois merci pour cette première. On se retrouve donc la semaine prochaine dans Mariani 360. Tu auras plein de choses à nous raconter. On parlera de l'Europe, on parlera de la politique française. Voilà, la parole et les choix de thèmes sont à toi. Thierry, bonne semaine et à toutes et à toutes, au revoir. Merci Alexis, au revoir.